super chaud les gars. Je filme avec des longues manches et en plus c'est genre vraiment pas une matière avec laquelle tu vas... Pourquoi j'ai acheté cette robe en été? Ça n'a aucun sens. Un coca bien frais chacal. Hello les babes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui vous me retrouvez toute en beauté, n'est-ce pas? J'ai fait mes cheveux, je me suis maquillée. Ne me demandez pas ce qui s'est passé, j'ai eu envie. Mais je le regrette beaucoup parce que j'ai très chaud. Et je me rappelle du coup que c'est pour ça que l'été je me maquille presque pas parce que vraiment il fait mourant de chaud. Et alors, désolée d'avance si je suis un peu relou et que je m'amuse à tourner comme ça et que ça fait du bruit. J'ai troqué mon petit tabouret de merde contre ma chaise de bureau. Parfois je vais pas m'en rendre compte, je vais d'office tourner, faire du bruit, enfin je vais être un peu relou. Je vais essayer de faire ça un minimum. Mais je me connais. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon bilan culturel du mois de mai, tout simplement. Je sais, c'est un peu tard, on est déjà mi-juin presque, mais la semaine passée, je devais la tourner et honnêtement, je n'aurais pas pu. Là, je suis déjà dégoûtée, c'est-à-dire que vraiment, là, je suis moite, je le sens, c'est atroce. Mais la semaine passée, ça n'aurait pas été possible du tout. Genre, je serais morte. Je crois que j'aurais été comme Olaf au soleil, quoi. Pour ce bilan culturel, j'ai mélangé des livres, des films et des séries. La première chose dont je vais vous parler pour ce bilan culturel, c'est un livre et c'est Les hommes virils lisent de la romance de Lisa K. Adams. Est-ce que vous avez vu mon avis sur ce livre sur mon compte Instagram? Parce que... Comment vous dire que ça a été une déception les gars, une très très grosse déception, c'est-à-dire j'en ai entendu beaucoup de bien. Quand il est sorti en anglais, j'en ai entendu beaucoup de bien, et j'entends la waouh, romance trop marrante, révolutionnaire, trop marrante. D'accord. Pourtant je suis plutôt bon public, vous voyez, moi je suis pas... Je suis vraiment quelqu'un qui rigole à beaucoup de blagues, vraiment beaucoup de blagues. Je suis très bon public. C'est pour ça que je me fais rigoler moi-même parce que je fais des blagues très nulles mais elles me font rire. Là, désolée, j'ai pas saisi l'humour à mon avis du livre, j'ai pas trouvé que c'était drôle. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Ça ne m'a pas marqué. J'ai trouvé ça... On va pas avoir peur des mots. Hein. J'ai trouvé ce livre complètement sexiste, qu'on se le dise. Déjà, j'ai vraiment un problème avec... Vous savez que j'ai déjà un problème avec les romances en général. C'est vrai que moi, quand c'est pas des romances un peu ado, gnangnan, et que ça commence à parler de romances adultes et où on fout des scènes de sexe et tout dedans, ça me pose problème. Je sais pas pourquoi, mais moi c'est un truc qui me plaît pas, honnêtement, qu'on me décrive des scènes de sexe ou des scènes où des mecs se touchent ou des filles se touchent. Euh, euh, voilà, moi c'est vraiment ça. J'ai aucun tabou sur la sexualité, mais juste dans la littérature, c'est pas le genre de scène qui me plaît de lire, tout simplement. Donc déjà, il y a ce genre de scène et je ne m'y attendais pas, tout simplement, parce que ce n'est pas un Hugo romance, enfin, c'était pas dans de la new romance, c'était vraiment dans le rayon romance un peu cucu quoi, que je l'ai acheté, donc je ne m'y attendais pas. Donc déjà quand j'ai découvert qu'il y avait des scènes comme ça, j'étais là, oh, ok, c'est pas grave, continuons. Sauf que là, on en est arrivé à un truc qui me déplaît beaucoup, c'est que les hommes pensent que parce qu'ils ont des abdos, ils sont irrésistibles aux yeux des femmes. J'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, donc je vous explique l'histoire. C'est Gavin, baseballeur, joueur de baseball quoi, joueur de baseball professionnel aux États-Unis, passe le meilleur match de sa vie, donc il fait un home run, tchic-tchac, nanana, il rentre et là il donne un orgasme à sa femme. Sauf que il s'en rend compte et il se rend compte que du coup ça ressemble pas aux autres orgasmes qu'il y a d'habitude. Et là, c'est la débandade, dirais-je. Il se rend compte que sa femme bah, fait que depuis toujours, quoi. Elle simule depuis le début de leur relation, c'est la première fois qu'elle a un orgasme avec lui. Ça ne plaît pas à Gavin, qui décide de faire l'enfant pour égater, va bouder dans sa chambre d'amis, puis sa femme, énervée sur un coup de colère, lui dit « casse-toi » et il se casse. Déjà, non. Si votre copine vous dit « casse-toi » sur le coup de l'énervement, ça ne veut pas dire « casse-toi ».
Justement, faites en sorte de rester. Par contre, c'est pas sur le coup de l'énervement, qu'elle y a réfléchi et tout, qu'elle te dit casse-toi, là, casse-toi. Donc déjà, le bolos s'en va. Ok. De là, il boit, il pleure, il est triste, quoi, il est au bout de sa vie parce qu'il vient de rompre avec sa femme. Et là, ses copains sportifs viennent près de lui et l'amènent dans un club qui s'appelle le Bromance Club. Enfin, ils vont l'appeler comme ça après, mais bref, le Bromance Club, où ils lisent des livres romantiques pour essayer de reconquérir leur femme. Oui, parce que c'est bien connu, il suffit de lire un livre pour régler vos problèmes dans votre couple. C'est, voilà, surtout des livres qui se passent, je pense, c'était dans le 19e siècle. En plus d'avoir des choses comme ça assez sexistes, donc par rapport au corps, par rapport... Enfin, il y a des petites réflexions comme ça que... Ah, il parlait à sa femme, moi j'avais envie de lui mettre des tartes. Non, elle est grande assez, elle gère tout dans la maison, en fait, toi, t'as jamais rien foutu de ta vie à part jouer au baseball. Je pense qu'elle est assez grande pour savoir ce qu'elle veut, t'as pas à lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit pas faire. Ça me... Ah là là, je sais pas, c'est peut-être mon éducation, mais moi, non, on ne me dit pas ce que je dois faire, c'est non. Et du coup, quand je retrouve ça dans des romans, et c'est pas la première fois que j'ai le cas, je suis là genre, tu vas te mettre une tatane, tu vois, ça m'énerve. Donc, bref, sexiste sur les bords, c'est pas non plus le livre le plus sexiste que j'ai lu de ma vie, mais ensuite les personnages féminins, donc il y a Théa et sa sœur. Théa qui parfois je l'aime bien parce qu'elle a ce côté girl boss et tout, ça j'aime plutôt bien. Par contre, bah, le côté je tombe dans les bras de mon mari en deux-deux parce qu'il se monte torse nu avec une serviette autour de ses hanches quoi. Ah, je savais pas qu'on était des animaux en fait. Si t'es vraiment en colère contre quelqu'un, je pense pas que le voir torse nu ça va te dérégler le cerveau. Mais bon, voilà. Et sa sœur qui est une personne assez horrible, en fait totalement négative, pessimiste, qui ne soutient absolument pas sa sœur. Elle dit des choses horribles à sa sœur. Elle la compare à sa mère qui, si vous lisez le livre, n'avait pas un exemple génial. Enfin, horrible, enfin je sais pas, je pense que même des sœurs, si elles s'entendent pas entre elles, elles ne se disent pas des trucs comme ça. Et là, en plus, c'est des sœurs qui s'entendent très bien entre elles. Donc voilà, en plus très invasive, elle vit chez eux depuis la rupture, bon ça à la limite, voilà. Mais elle se permet des réflexions sur le couple de sa sœur et sur Gavin. Bah, enfin, t'as rien à dire en fait, calme-toi, tu vois. Du coup, j'aime pas trop qu'on montre les femmes qui détestent les hommes ainsi, ça renforce le cliché des féministes qui se laissent pas faire, elles détestent tous les hommes. Ça me pose problème parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas du tout une généralité. Et Théa aussi, donc qui m'énerve parce qu'au début elle est vraiment forte et puis en fait elle tombe tellement vite finalement dans ses bras. J'étais là, ok, bon bah tout ça pour ça, franchement. Mais après j'ai vu que ça avait plu à plein de gens, dont le compte Instagram L'ivresse de la nuit 2 qui est totalement féministe. Donc c'est ça que je me dis, est-ce que c'est plus dans le fait que voilà, c'est pas mon genre de livre et tout, ou est-ce que c'est vraiment le côté sexiste qui m'a dégoûtée? Je sais pas. Parce que ça m'étonne que Roman l'ait aimé, sachant que enfin, quand elle fait des stories où elle explique vraiment ses points de vue féministes et tout, je suis tout le temps à 1000% d'accord avec elle. Mais du coup, bon voilà, moi c'est un avis vraiment particulier, individuel. Dans son ensemble, moi j'avais lu énormément de critiques positives. Après avoir lu, j'ai été rechercher des critiques. J'ai lu énormément de critiques positives, mais j'ai lu énormément de critiques négatives qui pensaient comme moi aussi. Donc je pense que c'est un livre un peu ça casse ou ça casse. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez comme moi. Deuxième élément dont je dois vous parler, et que ça par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est Nelly Bly dans l'antre de la folie. Donc c'est par Virginie Olanier et Carole Morel. Donc je sais pas si vous connaissez Nelly Bly, qui c'est. En fait, Nelly Bly, c'était une... parce qu'elle n'existe plus, enfin je dirais, elle n'existe plus, je dis ça comme c'est un personnage fictif, je dirais, elle est décédée maintenant. C'était une journaliste dans les années 1880 et des, il me semble. C'est une des premières femmes journalistes, enfin à l'époque c'était pas vraiment ça, les femmes journalistes et tout ça existait très peu, elles étaient très peu engagées. Elle faisait vraiment des reportages, quoi. C'était du journalisme d'investigation tout le temps sur des questions sociétales, sur les conditions de travail dans les usines, etc. Et elle a été connue pour un reportage en particulier, et c'est quand elle a travaillé pour Pulitzer,
qui avait le journal The World, qui était un journal new-yorkais, pardon, j'ai fait du bruit parce que je l'ai refermé. Et là, truc de fou, en fait, elle s'est fait passer pour folle, elle a intégré l'hôpital psychiatrique Blackwell qui était sur une île de New York, qui était un hôpital psychiatrique, enfin un asile quoi, pour les femmes, et elle a voulu dénoncer les pratiques là-bas, les conditions de vie des femmes qui en fait, certaines n'étaient absolument pas folles, mais on les rendait folles, enfin on faisait genre qu'elles étaient folles et tout, aucune idée de vraiment pourquoi, mais bon voilà. Elles étaient maltraitées, donc elles étaient battues, elles mangeaient pas du tout à leur faim, enfin c'était une catastrophe. Et elle a écrit un livre qui s'appelle 10 jours en asile, qui est tout petit, il va très très vite à lire, il est ultra intéressant. Et en fait, donc quand j'ai vu que cette version graphique était sortie, vu que j'avais adoré le livre, je me suis dit ok, go, je l'ai commandé, je l'ai acheté, c'était trop bien. Juste petit bémol, c'est que moi je connaissais l'histoire. Du coup ça va. Mais si vous n'avez jamais lu le livre et vous commencez, si vous voulez commencer l'histoire en ne sachant pas le background de l'histoire derrière du tout, vous allez commencer par ça et en fait vous allez voir qu'elle est folle. Elle rentre dans un asile et ce n'est pas du tout expliqué dès le début qu'en fait elle est journaliste et qu'elle elle s'infiltre dans l'asile. Après ça fait un bon plot twist. Mais c'est juste que vu que c'est une histoire vraie, moi j'aime bien quand tout est bien expliqué dans l'ordre et tout. Donc ça c'est le petit point négatif que je mettrais à ça. Par contre, point positif, que j'ai bien aimé par rapport au livre, c'est que ils ont inclus des passages sur la vie avant Nelly. Donc sur son enfance, son adolescence, sur le début de sa carrière et tout. Et ça j'ai trouvé que c'était très pertinent et très intéressant à ajouter. Donc voilà, et puis il n'y a rien à faire graphiquement, ça vous attire l'œil, ça vous fait retenir plus de choses que quand vous lisez un livre, je trouve. Donc voilà, franchement, moi j'adore l'histoire. Si vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans un roman graphique, parce que qu'on se le dit, ça m'a coûté 22 €, sachez que le livre doit en faire 10 quoi. Même pas, je suis pas sûre. En troisième place de ce bilan culturel, enfin il n'y a pas de place en fait, j'ai pas du tout fait de classement, mais troisième chose culturelle dont je vais vous parler, pourquoi j'ai tout le temps ça, je suis insupportable, c'est la série Suits. Donc j'ai regardé jusqu'à saison 8, j'ai pas tout regardé au mois de mai, mais je veux dire je l'ai terminé au mois de mai, donc voilà, j'attends la saison 9 qui sort ce mois-ci il me semble. Je contextualise, donc c'est une série sur des avocats et donc on suit la vie de ces avocats là, mais on suit aussi les affaires qu'ils traitent, moi j'adore. Je vis un peu dans un monde assez juridique, parce que ma maman est juriste et elle travaille donc dans un cabinet d'avocats depuis 30 ans, si je ne me trompe. Et donc c'est vrai que la plupart de ses amis sont avocats, et du coup j'ai toujours été un peu entourée d'avocats. Ma maman me parle d'affaires ou elle m'explique plein de choses quand on voit des trucs à la télé ou quoi, elle me dit ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Quand j'en ai besoin, enfin elle m'explique plein de choses et moi je trouve ça tout le temps super intéressant. Je n'ai pas fait le droit parce que honnêtement je me vois pas faire ça de ma vie et les études de droit n'étaient pas faites pour moi de toute façon, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup les séries, les films comme ça avec des histoires de plaidoirie et tout, j'adore. Bon après, qu'on se le dise, c'est pas la réalité ce qui se passe dans la série, mais bon vous comprenez. Si vous ne la connaissez pas, c'est simplement la série où il y a Meghan Markle dedans. Voilà, c'est surtout parce que je pense qu'elle a fait presque que ça, enfin elle est majoritairement connue à la base, je veux dire avant son mariage avec le prince Harry, pour cette série-là. J'adore son personnage d'ailleurs, moi, personnellement. Enfin, mon personnage préféré, c'est Donna, parce que c'est Donna. Je veux dire, elle est géniale, cette femme. J'adore les personnages. En fait, les personnages évoluent tellement, c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils commencent vraiment... C'est des personnages que tu vas détester au début, à la fin, genre, ton cœur, il se serre quand il leur arrive des trucs pas bien, parce que tu les adores et tout. J'adore. Vraiment, très belle évolution de personnage. J'adore les trucs judiciaires et tout, donc parfait quoi. Et en plus de ça, bah, il y a des petites romances quoi. Donc parfait, moi j'adore. Ensuite, un film, j'ai regardé enfin, parce que c'est quand même pas un nouveau film, de Truman Show avec Jim Carrey. J'adore le principe très Big Brother quoi. C'est l'histoire de Truman qui pense qu'il vit une vie tout à fait normale dans sa ville avec sa femme, il a un travail, etc. Et en fait, depuis qu'il est né, c'est un acteur de télé-réalité. Mais genre sa vie est une télé-réalité et donc
tous les gens, donc la ville c'est un microcosme, c'est vraiment un truc tout fait quoi. Tout le monde est figurant, enfin il travaille mais enfin voilà quoi en fait c'est pas un vrai travail ce qu'il fait. Enfin tout est contrôlé et il n'y a que lui qui ne le sait pas. Et donc en fait on va suivre un peu sa vie et on va suivre le dénouement de comment il va se rendre compte qu'il est acteur dans un show quoi. Franchement c'est trop bien. C'est trop bien, je trouve que c'est hyper innovant pour un film quand même vieux, c'est pas un nouveau film, c'est hyper innovant et l'histoire ne paraît pas si dingue. Ça m'étonnerait pas que dans quelques années on y soit quoi. Et enfin, quelques années, quand je dis ça, c'est peut-être un siècle, des décennies, mais ça m'étonnerait pas. Parce qu'on est toujours en demande de plus dans la télé-réalité, du plus choquant, du plus vrai, du plus. Et là, c'est le maximum qu'on peut faire. Je veux dire, c'est carrément quelqu'un qui pense vivre normalement et qui en fait est né en personnage de télé-réalité. Deuxième film, c'est Les Tribulations d'une caissière. Donc j'avais lu le livre il y a 1 ou 2 mois. 2 mois, je dirais, il y a 2 mois. Et j'avais bien aimé, ça m'avait fait rire. Mais vous savez, c'était pas un roman, c'était vraiment un livre qui expliquait un peu tous les clients relous qu'on peut avoir ou les situations reloues qu'on peut avoir quand on est caissière. Étant donné que j'étais moi-même caissière un petit peu dans un supermarché et vendeuse, donc en tant que libraire, il y avait certaines choses quand même qui me rappelaient mon job de libraire, même si pas tout, puisque c'était pas les grandes surfaces quoi. J'ai regardé le film, c'est sur l'histoire de celle qui écrit le livre, entre guillemets c'est totalement romancé, hein. C'est une caissière qui tient un blog anonymement et ce blog en fait fait parler à mort, les syndicats se déchaînent parce qu'elle elle explique tout ce qui ne va pas dans ce métier de caissière, la façon d'être traitée, le salaire, les conditions de travail, tout ça. Et donc, elle est vraiment, c'est la caissière du siècle, quoi. Tout le monde l'adore, mais personne ne sait c'est qui. Et en plus de ça, il va y avoir une petite histoire d'amour, etc. Franchement, c'est mignon, c'est marrant. Les personnages sont attachants aussi. Il y a aussi un petit truc, une petite intrigue pendant par rapport à un des personnages, pas le personnage principal. Et c'est ça que j'ai bien aimé parce que du coup, il y a le personnage principal donc il y a la blogueuse, la caissière blogueuse, mais il y a aussi les autres personnages qui ont vraiment une histoire aussi, dont une, et je trouve ça bien d'avoir mis l'accent sur d'autres personnages, et en plus c'est que des personnages féminins. Donc on adore. Passons à un manga, donc c'est La Gameuse et son chat, le tome 1. Donc j'ai aussi écrit mon avis, honnêtement j'ai pas adoré. Alors c'est sympa à lire, hein. Ça va vite, c'est un manga en même temps donc ça va toujours vite à lire. C'est sympa, ça passe le temps, mais il n'y a aucune histoire en fait. C'est juste une jeune fille qui est une grosse geek et qui va adopter un chat et qui va devoir apprendre à vivre avec un chat. Mais il y a zéro histoire derrière, c'est juste vraiment... Enfin, ouais. C'est vraiment juste le quotidien de quelqu'un qui vit avec un chat. Alors il y a certaines situations où je me retrouvais et ça c'était marrant. C'était sympa pour ce côté-là. Après honnêtement, j'achèterai pas le tome 2 quoi. Voilà, je j'ai pas acheté le tome 2 parce que tout simplement c'est pas... Enfin, c'était pas dingue. Personnellement, j'ai pas plus aimé que ça. C'était mignon, c'était sympa, mais c'est tout. Passons à la série Qui a tué Sarah. Donc j'ai vu les 2 saisons qui sont sorties pour l'instant. J'adore. J'aime bien les personnages. Je déteste Sarah. Je suis désolée. Je sais, c'est le personnage principal, enfin, entre guillemets, vu que c'est elle qui a été tuée. Mais elle est insupportable. Bon, désolée, d'accord, elle a des problèmes psychologiques. Mais elle est horrible. Elle est méchante. Elle joue sur 1000 tableaux en même temps. Elle est borderline sur plein de choses. Enfin, elle est vraiment insupportable, quoi. C'est une série un peu policière, on va dire, qui tient vraiment en haleine. Elle se regarde super vite. La première saison, on la regarde en un jour. Non. La deuxième saison, on la regarde en un jour. Donc, tout en même journée. Et quand ça s'est fini, j'étais à... Quoi? Et elle venait de sortir. Donc, on n'est pas prêt de voir la 3 quoi. Mais déjà, j'espère qu'il va y avoir une 3 parce qu'on n'est pas encore sûr. Alors, les acteurs sont chauds, mais rien n'a encore signé. Donc, à voir, j'espère. Ensuite, dernier film de ce bilan culturel, c'est The Woman in the Window. Donc, en français, je suppose que ça s'appelle La femme à la fenêtre. Je sais pas. En fait, j'ai pas regardé le titre en français, mais bon. The Woman in the Window, j'ai trop aimé. Alors, j'ai lu une critique qui disait que c'était hyper voyant à la fin, qu'on voyait le truc arriver comme ça. Moi, pas du tout. Alors, moi, j'ai été surprise. Vraiment, je n'ai rien compris du tout. Mais trop bien.
trop bien. C'est très psychologique, moi j'adore tout ce qui touche à la psychologie et tout, j'adore ça. Et du coup, bah évidemment, j'ai bien aimé. Mais en plus, déjà, le casting était assez exceptionnel. Je veux dire, les acteurs sont connus quand même, donc sympa. Des dénouements sur plein de choses différentes, donc des dénouements sur la vie privée de la femme à la fenêtre, justement. Des dénouements sur la famille d'en face, enfin plein de trucs, purée, c'était trop bien. J'aimerais trop le re-regarder sans connaître la fin, franchement, parce que c'était vraiment trop bien. Je suis très nulle en critique, vraiment je suis une merdasse, merdasse. Mais regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement je vous envie si vous l'avez pas encore regardé, vous allez le découvrir, c'était trop bien. Passons ensuite à une autre BD que Nelly Bly, c'est l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Mon dieu, que dire. Donc déjà, regardez bien. Déjà, c'est trop beau. Je sais pas pourquoi, moi j'adore les dessins. C'est avec que des couleurs comme ça, vous voyez. C'est pas, on voit pas les couleurs des vêtements, ce genre de choses. C'est vraiment dans les bleus, jaunes, orange, hein, voilà. Et c'est une histoire vraie, évidemment un peu romancée, parce que c'est toujours comme ça, quand c'est une histoire vraie, il y a toujours des choses romancées. Fabien Toulmé a rencontré Hakim, et c'est Hakim qui lui a raconté son histoire, et Fabien l'a retranscrit et illustré. Et il y a en plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 4. Là, c'est de la Syrie à la Turquie, donc Hakim est venu s'installer à Aix-en-Provence. Donc là, le premier tome, c'est de la Syrie à la Turquie, donc c'est un Syrien qui fuit son pays parce qu'il y a la guerre civile, et ça ne va pas du tout, il y a des bombes partout. Il a été en prison à un moment donné, en espèce de garde à vue qui a duré je sais pas combien de temps, une semaine je pense dans mes souvenirs. Enfin, c'est horrible ce qui s'y passe. Et je trouve ça super intéressant parce que enfin, te dire que c'est une histoire vraie, tu te dis ok, moi déjà je suis quelqu'un de très ouverte à l'immigration, etc. Les causes sociétales m'intéressent beaucoup, je suis vraiment de gauche à ce niveau-là, c'est... je voyais, enfin moi le racisme pour moi c'est un truc incompréhensible, juste à un moment, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors je connais hein, des gens racistes qui sont contre l'immigration et contre les personnes comme le fameux Hakim de cette BD qui viennent pour soi-disant voler le travail des petits Belges, des petits Français. Non, non, en fait, ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie d'être là. Hein. Ils ont une vie là-bas. Concernant Hakim, justement, cette BD, il avait un commerce, il était fleuriste, enfin, il avait une pépiniérie qui fonctionnait très très bien. Il gagnait très bien sa vie. Il avait acheté un appartement, il avait une famille. Mais il a dû quitter son pays tout simplement parce que c'était la guerre, quoi. Et c'est ça que les gens doivent se rentrer dans le cerveau. Voilà. Parce que nos ancêtres ont aussi été dans d'autres pays lorsque c'était la guerre 14-18. Je veux dire, les Belges allaient peut-être en France ou vice-versa ou je sais pas quoi pour échapper aux Allemands. Donc à un moment, remettez-vous en question. C'est un bon cadeau, ça me fait rire. Ouais. C'est un bon cadeau pour les personnes racistes, vos totons, vos tantes, vos mamies racistes ou vos papis racistes. Pour Noël, pensez à leur acheter ça parce que peut-être ça va leur ouvrir les yeux qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de nous voler notre travail. Non, non, ils ont juste envie de vivre, hein, c'est tout. Franchement, c'est tout. Je trouve que c'est le genre de livre et de témoignage qui peut justement faire changer les mentalités. Moi, j'avais envie de verser ma larme en lisant, c'était trop beau, c'était trop bien. J'ai ultra hâte d'acheter le deuxième parce que c'est un petit prix conséquent quand même. Je l'ai payé 25,75 €. Donc voilà. Mais franchement, d'office, je vais acheter le deuxième parce que c'était trop bien. Ça permet de découvrir d'autres cultures aussi. Franchement, j'ai découvert aussi d'autres choses par rapport aux autres cultures, aux autres pays, c'est sympa. Et puis ça, c'est juste un message de tolérance. Le dernier objet que je vais présenter durant ça me gratte. Durant ce bilan culturel, ce n'est pas des moindres, c'est ce que j'ai préféré lire du mois de mai, c'était Harry Potter and the Philosopher's Stone, l'édition Minalima, qui est mais magnifique les gars, mais regardez ça, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Genre, les dorures, le dessin, oh my god, j'adore, la tranche. Magnifique, magnifique. Les dessins à l'intérieur sont juste ouf. Le chemin de traverse. Là c'est une partie, ouais, j'ai laissé les protections parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Et ça c'est l'autre partie, attendez, je reviens vers vous. Cette partie, ah j'ai perdu une protection.
Voilà. Bon, déjà, évidemment, j'ai déjà lu Harry Potter, puisque c'est la saga qui m'a donné envie de lire beaucoup. Je lisais déjà avant, mais là, j'ai lu beaucoup depuis Harry Potter, quoi. Et, pendant longtemps, je n'ai lu presque que ça. Mais du coup, bah, évidemment, il fallait que je le relise, parce qu'il fallait que je profite de toutes les illustrations qu'il y avait, vous comprenez. En dehors de tout ce qui se déplie et tout, vous avez vraiment des illustrations à chaque page. Genre, il n'y a pas une page où il n'y a pas d'illustration. Vous voyez. Et du coup, je me suis replongée dans Harry Potter 1, tout simplement. Ça faisait quand même un petit temps. Vous voyez, trop beau. Hein. En plus, en anglais, moi, je préfère parce que en anglais, les gars, ce qui est très cool, déjà, c'est d'apprendre le vocabulaire typique d'Harry Potter en anglais. Moi, je trouve ça sympa. Et l'humour des Weasley. Je suis désolée, mais Ron, dans le livre, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Les jumeaux Weasley, Fred et George, j'adore. Hermione, elle me saoule un peu parce qu'elle est un peu madame je sais tout, mais à la fin, elle est cool. Bon, après, il y a Harry. Hein. Harry, il aime bien se sacrifier pour rien tout le temps. Hein. Il aime bien ne pas respecter la loi. Hein. Les règles, il aime pas trop. Et ça m'énerve un peu, tu vois. Parce que je suis là, genre, gros. T'as été victime pendant 11 ans de ta vie, et là, hop, tu découvres que t'es sorcier, tu fais le malin. Ça m'énerve un peu. Mais bref, ça va. C'est la plus belle collection qui existe de Harry Potter pour l'instant, enfin, à mon humble avis. Et je vais pas en parler trop en long, en large de ce tome ici, parce que j'ai un projet de vidéo en cours où on va parler essentiellement de ce petit tome. Je vais avoir une série de vidéos qui va parler de tome par tome d'Harry Potter, mais dans un... voilà, il y a un petit contexte particulier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie pour certains films, séries, livres. Si je dois vous conseiller une chose dans tout ce que j'ai lu au mois de mai, c'est l'Odyssée d'Hakim. C'est sûr et certain. Et dans ce que j'ai regardé, c'est The Woman in the Window. Vraiment, je crois que c'est le film que j'ai préféré au mois de mai. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, je vous fais des bisous.